Tepe était un orphelin fauché qui a tout perdu après le meurtre de ses parents. Cependant, lorsque son grand-père milliardaire lui donne de l'argent en héritage, il se retrouve avec trop de mouvements. Alors, il l'utilise à la place pour embêter les méchants. L'histoire commence lorsque Tepe termine sa pratique du kendo et prend son petit déjeuner avec ses parents lorsque les informations rapportent qu'un autre homme riche a été attaqué la nuit précédente. Voyant cela, son père lui demande ce qu'il ferait s'il était impliqué dans quelque chose comme ça, mais Tepa lui dit que cela ne peut pas arriver parce que les attaquants ne ciblent pas les brokis comme eux. Alors qu'il continue de manger, il se souvient soudain qu'il est en retard à l'école. Alors il dit au revoir à ses parents et part, ignorant totalement que c'est la dernière fois qu'il les verra vivants. Quelques mois après leur mort, Taipei, à qui on a appris qu'ils étaient morts dans un terrible accident, se rend sur la tombe de ses parents pour leur rendre hommage et leur annoncer qu'il est sur le point d'être adopté par son grand-père milliardaire. Pendant qu'il y est, il aperçoit une calèche de luxe transportant un méchant riche et magnifique nommé Charlotte, poursuivi sur la route par une bande de salauds assoiffés conduisant une Jeep et ne sait pas s'il doit l'aider. Alors que le temps presse, il se souvient soudain du reportage sur l'attaque contre les riches et part immédiatement sur la route à vélo pour chasser les salauds. Lorsqu'il les rattrape, il l'attaque immédiatement. Mais Taipei abandonne son vélo et saute dans leur Jeep. À cela, il tente de le retenir en otage, mais le conducteur de calèche et majordome de Charlotte, Alfred, heurte immédiatement leur Jeep et saute à l'intérieur pour combattre les salauds. Peu de temps après, les pneus de la voiture se brisent soudainement et font un écart, obligeant Charlotte à s'accrocher pour sauver sa vie. Heureusement, alors qu'elle est sur le point de lâcher prise, Taipei saute sur la voiture et l'attrape. Il essaie ensuite de la ramener dans la voiture, mais celle-ci heurte les garde-corps et s'écrase, les envoyant tous les deux dans la forêt en contrebas. Peu de temps après, Taipei se réveille, se demandant comment ils ont survécu à la chute. Pendant qu'il y est, il sent les melons moelleux de Charlotte sous sa main et les caresse comme un sale type jusqu'à ce qu'elle se réveille. Après s'être présentée, elle l'accuse d'avoir touché ses laiteries pendant qu'elle dormait. Mais Tepe panique et prétend qu'il s'agit d'un accident, ce qu'elle croit. Tepe récupère ensuite son vélo et ramène Charlotte sur la route où elle l'embrasse sur la joue en guise de cadeau de remerciement et retourne vers Alfred qui la ramène chez elle. Plus tard dans la soirée, Tepe arrive chez son grand-père, l'air sale et négligé. Dans le hall, les gardes l'empêchent d'entrer, mais quand Tepe leur dit qu'il a été invité par son grand-père, ils le retiennent et appellent la police, pensant qu'il n'était qu'un mendiant parmi d'autres qui racontent des bêtises. Heureusement, avant de le jeter dehors, le grand-père de Taipei, Yi, se présente et leur ordonne de le laisser passer, affirmant qu'il est un de ses invités importants. Une fois installé, Taipei apprend de Yishin que ses parents ont en réalité été assassinés et jure de les venger. Mais Yishin lui dit que se venger ne fera qu'empirer les choses. À cela, Taipei s'énerve et demande à Yishin pourquoi il est si calme à propos du meurtre de sa fille. Mais Yishin lui dit que c'est parce qu'il lui reste encore de la famille, forçant Taipei à se taire. Yishin remarque alors ses vêtements sales et demande pourquoi il ressemble à un éboueur. Lorsque Taipei explique que c'est parce qu'il a sauvé quelqu'un en chemin, Yishin rit, fier de son petit-fils, et lui dit de garder les vêtements comme un insigne d'honneur. Peu de temps après, il emmène Tepae à sa fête secrète au sous-sol et le présente à tous ses riches amis en tant que successeur de sa société milliardaire, Arama Group, ce qui laisse Tepae choqué. Suite à cela, il fait quelques commentaires sur son sale apparence à tout le monde et demande à Taipei qui il a sauvé. Taipei lui dit que c'est une fille nommée Charlotte et Yishin est encore plus fier parce qu'elle est une vraie princesse. Après l'annonce, Yishin oblige Taipei à enfiler de meilleurs vêtements et le ramène à son bureau pour discuter. Là, Taipei s'en prend à Yishin pour lui avoir soudainement nommé son successeur alors que tout ce qu'il voulait était de se venger. En entendant cela, Yishin calme Taipei et lui dit que l'annonce n'était qu'un coup monté pour attirer les personnes qui ont assassiné sa mère, son précédent successeur, car il est presque sûr qu'ils essaieront également de faire taire Taipei. Au fur et à mesure que son explication pénètre, Yishin exhorte Taipei à être désormais conscient de ceux qui l'approchent et à former des alliances avec des familles partageant les mêmes idées, car il en aura besoin dans les jours à venir. Cela dit, Taipei revient à la fête et est immédiatement envahi par les embrasseurs de fesses qui veulent être de son côté. À ce moment-là, son accompagnateur personnel Vincent lui présente l'une de ses filles, Moria. Malheureusement, après avoir accueilli Tepeito dans sa nouvelle vie d'aristocrate, Vincent le laisse à la merci des lèche-bottes dès qu'il aperçoit Yishin à proximité. Peu de temps après, Taipei s'échappe dans une pièce calme et est pris en charge par sa femme de chambre personnelle, Yu, qui lui sert un verre. Alors qu'il la remercie, il aperçoit soudain devant sa fenêtre l'entraînement au sabre d'une fille et est immédiatement fasciné par ses coups car il est également un pratiquant de kendo. Pendant qu'elle continue de s'entraîner, il prend son épée d'entraînement et se précipite dehors pour s'entraîner avec elle. Là, il applaudit ses talents insensés. Mais la dame, Sylvia, le prend pour un voyou et l'attaque. Naturellement, Tepe dégaine son épée et se défend contre ses attaques.
Mais juste au moment où Sylvia commence à le maîtriser, Yixin et Vincent apparaissent, présentent Sylvia comme la fille aînée de Vincent et leur disent qu'ils se marieront un jour, laissant TP choqué. Plus tard dans la nuit, Taipei s'assoupit sur les melons moelleux de Yu pendant que Yixin les conduit à leur nouvelle maison. En chemin, Yixin admet qu'il éprouve des remords d'avoir soudainement essayé de remodeler sa vie et celle de Taipei pour les adapter à ses plans. Cependant, Yu lui dit que les gens comme elle et Taipa n'ont parfois d'autres choix que de choisir leur chemin dans n'importe quel environnement dans lequel ils se trouvent, et Yixin décide de prendre ses paroles à cœur en observant les décisions de Taipa. Quelques instants plus tard, lorsqu'ils arrivent au manoir, Taipei sort de la voiture et recule sous le choc devant la taille de sa nouvelle maison. Après le départ de Yixin, Yu l'emmène à l'intérieur et son cerveau est à la traîne lorsqu'il voit l'armée de servantes qui attendent de le servir. Sans perdre beaucoup de temps, Yu les présente tous. Ensuite, elle l'emmène dans sa nouvelle chambre, qui est plus grande que la plupart de vos salons, et l'incite à l'appeler chaque fois qu'il a besoin de quelque chose. Ensuite, elle part et Taipei s'effondre sur le lit, alors qu'il repense à ses rencontres chaotiques avec Charlotte et Sylvia, en particulier sa dispute avec Sylvia. Peu de temps après, Yu lui apporte du thé. Mais alors qu'elle s'apprête à partir, Taipei la rappelle et lui demande si son mariage arrangé avec Sylvia est réellement normal pour des gens riches. Quand Yu lui dit qu'elle n'en est pas vraiment sûre, il se plaint de ne pas connaître suffisamment Sylvia pour l'épouser. En entendant cela, Yu s'est dit qu'il était vraiment si important de connaître quelqu'un aussi profondément avant de l'épouser. En réponse, Taipei lui dit que ce n'est pas seulement important, mais qu'il a également ressenti une certaine tristesse dans son cœur lorsqu'il a affronté ses épées. Alors qu'il est occupé à japper, il remarque la confusion sur le visage de Yu, alors il se tait et lui demande s'il peut refuser le mariage arrangé. Au moment où Yu lui dit qu'il le peut réellement, TP sourit et décide de voir ce qui se passera ensuite. Le lendemain matin, son armée de servantes le prépare pour sa nouvelle école et le fait monter dans la limousine de son grand-père avec Yu comme partenaire étudiant. En chemin, Yu remarque que TP se sent nerveux et essaie de le réconforter, mais cela ne fonctionne pas. Après un bref silence, TP aperçoit une moto électrique passant devant leur limousine, raconte à Yu ses jours de gloire en tant qu'aspirant à Mad Max et demande s'il est autorisé à faire du vélo. Yu dit qu'il ne peut pas car le risque de crash est élevé. Donc, pour résoudre le problème, Taipei la presse de parler à certains techniciens de Yixin pour l'aider à concevoir un vélo qui ne tombera pas et elle promet de le faire plus tard. Quelques instants plus tard, alors qu'ils arrivent à l'école, une petite foule d'élèves curieux se rassemble soudain autour de lui. Confus, il demande à Yu pourquoi il le regarde. Et elle dit que c'est parce qu'ils sont choqués de voir un Arima comme lui en chair et en os. À cela, Type panique alors que son anxiété monte en flèche et s'enfuit de peur pour prendre l'air. Quelques minutes plus tard, il s'arrête pour prendre une pause à la cafétéria chic de l'école et admire la créativité qui se cache derrière. Alors qu'il s'apprête à partir, il tombe soudainement sur le président du club social, Seika, et se cogne le front contre le sol. Quelques secondes plus tard, Seika se lève, remarque l'énorme bosse sur le front de Temp et le gronde sans même se rendre compte que notre homme de culture est occupé à compter les rayures sur son doux protecteur de peau de miel. Peu de temps après, ses deux acolytes la rejoignent également pour gronder TP. Mais plutôt que de se défendre, il observe aussi les motifs de leurs sous-vêtements. Peu de temps après, Seika le fait se lever, puis vérifie sa chemise et sa veste, complimente certains de ses choix de garde-robe, et l'exhorte à toujours se rappeler que l'apparence est primordiale dans leur école. Alors qu'elle ouvre sa chemise pour vérifier sa ceinture, ses acolytes lui rappellent soudainement de ne pas s'approcher trop de TPI, car il pourrait être un étudiant de première année, et Seika se rend compte qu'elles ont peut-être raison. Après lui avoir retiré la main, elle demande s'il est en première année, mais quand TPI lui dit qu'il est un étudiant transféré, elle se ressaisit, s'excuse pour sa maladresse plus tôt, et part avec ses serviteurs. Quelques secondes plus tard, Yu apparaît, soulagé de l'avoir enfin retrouvé, et lui fait visiter l'école. Après la visite, Taipei arrive dans sa nouvelle classe, se présente et soupire tandis que son professeur et ses camarades de classe l'admirent simplement parce qu'il a un Arima. Après la classe, un perdant nommé Nezu s'approche de Taipei et essaie de se présenter. Mais avant que Taipei ne le reconnaisse, un groupe d'autres étudiants se présentent immédiatement, écartent Nezu de leur chemin et tentent désespérément de faire connaissance avec le plus gros bébé népo de toute leur école. Pendant qu'ils y sont, Charlotte, qui fréquente également la même école, passe devant la classe de Tepa et sourit lorsqu'elle aperçoit Tepa au milieu des lèche-bottes. Pour rendre les choses plus amusantes, elle se faufile derrière le gars, lui couvre les yeux avec ses mains et lui dit de deviner qui elle est. Au début, Tepa est confuse, mais lorsque Charlotte écrase ses oreillers de plaisir contre son dos, il reconnaît immédiatement ce sentiment et se rend compte que c'est elle. Ensuite, elle revient devant lui, le retrouve et le remercie de lui avoir sauvé la vie à l'époque.
Lorsque Tepa essaie d'agir modestement, la princesse joyeuse et chanceuse se jette sur lui, lui faisant perdre l'équilibre et la coince accidentellement sur le bureau avec son chouang massant dangereusement son cookie. À peu près au même moment, Sylvia entre dans sa classe pour lui rendre hommage en tant que fiancée. Cependant, lorsqu'elle remarque la position dangereuse dans laquelle se trouvent Taipei et Charlotte, elle est très déçue et s'enfuit, laissant Taipei sous le choc. Plus tard, Seika découvre grâce à ses serviteurs que le gars qu'elle a rencontré plus tôt est en fait un Arima. Énervée, elle attrape une de ses filles et la secoue vigoureusement en regrettant d'avoir jamais été gentille avec lui, qu'elle considère immédiatement comme un enfant gâté. Heureusement, avant de tuer l'autre fille, elle se comporte bien et jure de montrer à Teppei qui est le patron, donc il ne pense pas qu'il peut faire ce qu'il veut simplement parce qu'il est un Arima. Pendant ce temps, Teppei est vu en train de discuter avec Charlotte dans une terrasse de café lorsqu'il aperçoit soudain Sylvia se dirigeant vers la salle d'escrime pour son entraînement. Alors qu'il la regarde, Charlotte lui demande s'il connaît bien Sylvia et il lui répond que Sylvia est sa fiancée. Suite à cela, Teppei dit à Charlotte à quel point elle a dû se sentir mal après les avoir vus tous les deux dans cette position plus tôt. En entendant cela, Charlotte l'attrape et l'oblige à l'accompagner à la salle d'escrime pour qu'il puisse se réconcilier avec Sylvia. En arrivant sur place, Teppei aperçoit Sylvia en train de s'entraîner et remarque immédiatement quelques problèmes avec sa forme. Il dit alors à Charlotte que c'est probablement parce que Sylvia se sent seule. Alors Charlotte appelle Sylvia et la met au défi de combattre Teppei. Et Sylvia accepte. À peu près au même moment, Seika découvre que Teppei est sur le point d'affronter Sylvia dans un match d'escrime. Elle se précipite donc immédiatement vers la salle d'escrime avec ses serviteurs pour voir Teppei perdre. Alors que le match commence, Sylvia frappe Teppei, remportant le combat. Bien que cela rende les ennemis comme Seiko heureux de le voir perdre, Sylvia exhorte Teppei à la combattre en utilisant son style naturel, le kendo. À ce moment-là, Yu, qui avait également découvert le duel, se présente dans la salle avec l'épée d'entraînement de Teppei et la lui donne. Peu de temps après, Sylvia enlève son casque, comme Teppei l'a fait, retourne dans la mini-arène et dit à Teppei que la première personne à frapper remporte le duel, ce que Teppei accepte. Après plus de plaisanteries des deux côtés, la bataille commence et le duo se jette l'un sur l'autre. À la surprise générale, ils réussissent tous deux des frappes nettes et en même temps, terminant le match sur un match nul. Cependant, plutôt que d'accepter les résultats, Taipei admet sa défaite juste pour que Sylvia se sente mieux et lui tend une poignée de main amicale dans l'espoir de mieux la connaître avant de la rejeter. Alors que Sylvia accepte sa poignée de main, Seike est très énervé que Taipei n'ait pas été humiliée et part en se plaignant. À ce moment précis, Charlotte se dispute avec Taipei pour qu'elle puisse tenir son épée de kendo. Mais dans le brouhaha, le duo trébuche et elle tombe sur Teppei, son pot de miel pile sur son épée naturelle. Lorsque Sylvia est visiblement en colère contre eux, Charlotte, qui n'a rien vu de mal à leur pose, commence littéralement à monter sur le lance-roquette de Tepp, avec ses petits pains à la vanille et ses lèvres verticales, laissant Teppei avec une fin heureuse glorifiée. Sur le chemin du retour, Teppei demande à Yu pourquoi Sylvia et Charlotte lui disent de rejoindre le club social, et elle lui répond que c'est parce que c'est là que se réunissent les élèves les plus accomplis de leur école. Imperturbable, Teppei demande à Yu si elle envisage également de nous rejoindre, mais Yu lui dit qu'elle n'est pas qualifiée car elle n'est pas issue d'une famille riche comme lui. Le lendemain, à l'école, Charlotte et Sylvia emmènent Teppei voir le bâtiment du club social. Alors que Teppei s'émerveille de la taille réelle du bâtiment, les filles l'emmènent dans la salle à manger afin qu'ils puissent se familiariser avec leur façon de faire les choses. Là, une fille s'approche d'eux, salue Sylvia et Charlotte et leur demande de leur présenter leur nouvelle amie. Lorsque Charlotte dit à la jeune fille qu'ils essaient de convaincre Teppei de rejoindre le club, Seika et ses serviteurs, qui les ont entendus, se précipitent immédiatement et demandent pourquoi Taipei, le fléau de leur existence, et Sylvia, une visiteuse du mois d'août, sont toutes les deux là. Insultées par leurs remarques sarcastiques, Sylvia les met au défi de dire ce qu'ils pensent vraiment et Seiko l'accuse de remuer la queue jusqu'à Taipei simplement parce qu'il est dans une rima. Heureusement, Sylvia est plus mature que les trois idiots peu intelligents. Mais pendant qu'elle fait taire les insultes de Seiko, Seiko l'ignore, se tourne vers Taipei et lui dit de ne pas penser qu'entrer dans son club sera facile. Depuis qu'elle est présidente, Seikai invoque son pouvoir, affirmant qu'elle a le droit de respecter les traditions du club. Ensuite, elle attaque l'ancienne vie de Taipei en tant que fils d'un propriétaire de magasin de nouilles avant la mort de ses parents. À cela, Teppei change et essaie de corriger ses remarques insensibles, mais Seiko fait un total de 80 et commence à l'accuser d'élever la voix quand quelqu'un lui dit la vérité. En guise de punition pour avoir élevé la voix contre elle, Seika lui dit d'apprendre l'étiquette appropriée dont il a besoin pour être un aristocrate des manuels, l'invite à une fête que le club organisera la semaine suivante et promet de reconnaître sa demande de rejoindre le club s'il peut lui montrer des manières adéquates d'ici là, ce que Taipei accepte. Peu de temps après l'altercation avec Seiko,
TP se met à apprendre à tremper le thé et à marcher comme un aristocrate avec Hugh et Charlotte comme professeurs. Mais comme prévu, il échoue lamentablement à chaque fois. Le lendemain, TP pratique la danse de salon avec Charlotte. Ce faisant, il se rapproche trop de ses usines d'orange et devient dur là-bas, sans même se rendre compte que Seika surveille chacun de ses mouvements. Plus tard dans la nuit, Hugh lui sert du café dans sa chambre pendant qu'il travaille à son bureau et lui demande pourquoi il n'arrive pas à dormir. Alors que Taepai explique que c'est parce qu'il a encore beaucoup à faire, il se souvient soudain de la façon dont sa mère lui servait du café quand il était trop occupé pour dormir et dit à Hugh qu'elle lui rappelle elle. En entendant cela, Hugh haleta sous le choc, mais Taepai commença à japper en disant qu'il ne savait même pas pourquoi il choisissait d'être le successeur de Ishin ou même de fréquenter cette école étrange. Pour l'aider à vider son esprit, Hugh lui dit qu'il est d'abord là pour trouver des alliés. Mais quand Taepai lui dit qu'il n'est pas quelqu'un de sociable, elle lui assure qu'elle, Sylvia et Charlotte sont déjà ses alliés, car elles seront plus qu'heureuses de servir le successeur du tout-puissant conglomérat Arima. À cela, Taepai demande à Hugh si devenir sa femme de chambre personnelle est vraiment quelque chose dont il peut être heureux, et elle lui dit qu'elle est heureuse de voir le Manécien, son sauveur personnel, se préparer à devenir le nouveau patron, mature. Le lendemain, TP s'entraîne à danser avec Charlotte et se rapproche à nouveau trop d'elle. Alors qu'il se penche en avant pour cacher son bâton dur qui dépasse de son pantalon, Seika, qui les espionne, s'éloigne en colère et apprend de deux étudiants au hasard dans le couloir qu'elle est considérée comme une méchante jalouse de Taepai. Plus tard, Sylvia et Hugh rejoignent Charlotte et se mettent à boire du thé. Après que Taepai échoue à nouveau, Sylvia suggère qu'ils se battent pour prendre l'avantage. Mais avant d'en arriver là, Hugh trouve soudainement un raccourci pour aider Taepai à maîtriser rapidement sa formation en étiquette. Elle lui dit d'incorporer l'élégance qu'il a apprise dans les arts martiaux dans l'étiquette qu'il essaye d'apprendre maintenant et TP décide de l'essayer. Quelques jours plus tard, TP s'habille, arrive au club social avec Charlotte et Sylvia pour la fête, écoute le méchant discours de Seike à l'entrée et entre dans le bâtiment, laissant Hugh dehors. Quelques instants plus tard, Seike prononce son discours d'ouverture en tant que présidente du club et demande à l'orchestre de l'école de lancer la fête avec un spectacle. Pendant la performance musicale, TP danse avec Charlotte, l'emportant avec sa chaleur gracieuse et ses nouveaux pas élégants. Après la fête, Seik appelle TPI et les deux autres reconnaissent les améliorations de son étiquette en si peu de temps et lui disent qu'il doit organiser une fête dans 2 semaines pour la convaincre pleinement qu'il est prêt à devenir membre du club social. Quelques jours après la fête, TP rencontre Sylvia et Charlotte qui lui demandent s'il a déjà décidé du thème de sa fête et leur dit qu'il ne sait pas du tout comment en organiser une, principalement parce qu'il n'a jamais assisté à une fête d'hommes riches auparavant. En entendant cela, Sylvia est confuse et lui demande à quel genre de fête il a l'habitude d'assister, mais Taepai leur dit qu'il assiste principalement à Noël et aux anniversaires des Brockies. Juste avant que leur conversation ne continue, Taepai remarque que Seisha n'est pas là ces derniers temps. Alors il change de sujet pour éviter de parler au bébé Nepo de ses années de Brockie et accuse plutôt Seisha de négliger ses devoirs de présidente du club juste devant ses serviteurs. Pour défendre leur reine toute puissante, les deux agaçants traitent Taepai de cochon, ce qui le frappe durement, et explique que Seika est en fait la fille unique du président d'une grande entreprise. Non seulement cela, mais ils lui disent également qu'elle est la plus jeune créatrice et mannequin de la marque populaire signée Rose, que TP reconnaît réellement. Choqué de découvrir à quel point Seika est importante, TP fait l'éloge de Seika pour ne pas se vanter malgré son importance. Cependant, alors qu'il l'accuse de faire tout un plat, le diable elle-même, Seika, se présente à l'entrée et s'écrase sur TP pour avoir bavardé sur elle dans son dos. Après cela, elle appelle le perdant de tout à l'heure, Nezu, pour lui rappeler qu'elle comptera sur sa santé le lendemain, et Nezu se met immédiatement à trembler comme un simp dégoûtant. À un moment donné, Seika en a assez de la démonstration de folie irritante de l'idiot, alors elle l'attrape par la chemise et s'écrase sur lui et Taepai également. Une fois qu'elle a fini de s'énerver, Nezu se lève et dit à tout le monde qu'elle l'a choisi pour participer à la présentation de la nouvelle collection signée Rose dans un hôtel haut de gamme. En entendant cela, Seiko s'énerve à nouveau et frappe le pauvre gars contre le mur. Puis elle reprend là où il s'est arrêté, disant à tout le monde qu'il y aura une interview après la présentation pour entendre parler de sa vie scolaire par l'un de ses amis d'école et qu'elle a choisi l'imbécile pour répondre à leurs questions comme un bon garçon. Plus tard dans la nuit, alors qu'ils rentraient chez eux, Taepai demande à Yu si elle sait pourquoi Seika le déteste autant en tant qu'Arima. Même si Yu prétend ne pas le savoir, elle lui conseille de demander directement à son grand-père. Alors TP dit immédiatement au chauffeur de les emmener chez Ishin pour qu'il puisse entendre ce qu'il a à dire. Quelques instants plus tard, lorsqu'ils arrivent chez Ishin, il emmène TP à son bureau et l'interroge sur l'école et sa relation avec Sylvia. En réponse,
TP lui dit qu'il fait de son mieux à l'école, mais quant à sa relation avec Sylvia, il commence toujours à la connaître en tant qu'ami. Satisfait de sa réponse, Yishin le presse d'expliquer pourquoi il est vraiment à sa place à ce moment-là, et Taepae a le droit de demander. Le lendemain, à l'école, Yu aperçoit Taepae assis seul en classe et lui remet une lettre scellée. Après l'avoir récupérée, Taepae est occupé à décider comment il va le donner à Sekou quand Nezu apparaît soudainement malade avec une énorme crotte de nez accrochée au nez. Confus, Yu et Taepae essaient de comprendre ce qui se passe avec lui, mais le gars continue de tournoyer et de modifier son corps piquant jusqu'à ce qu'il libère un éternuement froid qui envoie des frissons dans leur colonne vertébrale. Quelques heures plus tard, après les cours, Nezu se réveille de son siège et continue son étrange folie piquante autour de Taepi jusqu'à ce qu'il s'effondre finalement à cause de sa fièvre. Voyant cela, Taepi couche l'idiot dans le lit de l'infirmerie pour qu'il se repose et se précipite à l'hôtel où aura lieu l'entretien. À son arrivée, il rejoint la foule et assiste à la présentation de Seika pour ses nouveaux produits. Après la présentation, Seika l'emmène au vestiaire des dames où TP se noie presque dans une mer de melons en peluche et s'écrase quand TP lui raconte ce qui est arrivé à Nezu. Comme il ne reste littéralement plus de temps pour apporter des modifications, Seika laisse TP être son partenaire d'interview et se précipite rapidement pour terminer le dernier segment de son émission. Après cela, elle change de vêtements et emmène TP sur place. Là, elle échange des plaisanteries avec l'hôte et le photographe et bat le pauvre Taipei, qui reste là comme un imbécile, pour qu'il prenne une photo de couverture avec elle. Suite à cela, l'interview commence et l'animatrice adresse la plupart de ses questions à Taipei, qui continue de s'espacer et d'agir sans aucune idée, jusqu'à ce que Seika lui piétine la jambe pour l'en sortir ou réponde à certaines des questions à sa place. Après quelques questions supplémentaires sur le rôle de Seika au club social, l'animateur demande à Taipei de raconter au public l'impression que Seika laisse à l'école. Au départ, TP dit à tout le monde la vérité, que Seika est un je sais tout impulsif qui va facilement par-dessus bord. Cependant, après s'être fait piétiner les jambes à plusieurs reprises par la fille, il change le récit de sa réponse et dit à l'autre que Seika est en fait quelqu'un qui est très confiant dans le fait qu'elle marche sur le bon chemin et s'assure qu'elle emmène tout le monde avec elle. Alors qu'il continue de la complimenter, Seika est tellement impressionnée par les compliments de Taipei qu'elle oublie leur bœuf et sourit à Taipei comme une fille amoureuse. Peu de temps après, l'interview se termine et Seiko emmène TP dîner pour se rafraîchir avant de rentrer chez lui. Pendant qu'ils grignotent leur nourriture, TP lui dit qu'il comprend désormais pourquoi elle déteste tant la famille Arima. Apparemment, Eshin et le grand-père de Seiko étaient des partenaires commerciaux proches jusqu'à ce que le grand-père de Seiko baise l'épouse d'Eshin parce qu'il la négligeait, ce qui a finalement conduit Eshin à dissoudre toutes les relations commerciales avec la société de Seiko lorsqu'il l'a découvert. En entendant cela, Seikei demande à Taepae pourquoi il lui raconte la même histoire qu'elle a entendue des milliers de fois maintenant. Et Taepae dit que c'est parce qu'il a récemment découvert que son grand-père lui avait empêché de vendre ses produits dans ses grands magasins. Tout cela parce qu'il en voulait toujours à sa famille. À cela, Seiko s'effondre vraiment durement, car cela a donné à l'entreprise de son père, bien qu'honnête, une mauvaise réputation. Suite à cela, elle commence à jurer d'exposer l'ignorance d'Ishin au monde entier, mais Teppei lui tend la lettre et la presse de l'ouvrir. En le lisant, elle se rend compte que Teppei a convaincu son grand-père, qui, selon lui, a changé, de lui confier la direction des magasins la veille, tout simplement pour que Seiko leur pardonne leurs offenses. Impressionnée par sa maturité, l'humeur de Seiko change immédiatement et elle accepte les nouveaux termes et conditions de Taipes, mettant définitivement fin à leur bœuf. Le lendemain, alors qu'ils se rendaient à l'école, Yu félicite Teppei pour avoir résolu le problème avec Seiko la veille. Mais Teppei lui dit qu'il n'a pas vraiment fait grand chose parce que c'était son grand-père qui faisait la majeure partie du travail. Cela dit, un bref silence s'ensuit et Yu essaie timidement de réconforter Teppei. Lorsqu'ils arrivent à l'école, Nezu s'élance immédiatement partout dans Teppei, le remerciant de l'avoir aidé lors de l'entretien avec Seika et lui demandant s'il a des projets pour les prochaines vacances. Lorsque Tappy confirme à Yu qu'il ne le fait pas, Nezu le suit jusqu'à son siège et le supplie de le laisser rembourser l'aide. En entendant cela, Tappy lui conseille de ne pas trop s'inquiéter de l'aide. Mais quand Nezu s'approche trop près de son visage, menaçant même de l'embrasser, le pauvre Tappy abandonne et accepte l'aide. Ravi de la nouvelle, Nezu dit à Tappy qu'il l'aidera à planifier la fête que Seika veut qu'il fasse, et Tappy accueille immédiatement l'aide. Suite à cela, Nezu chuchote à l'oreille de Teppei, lui conseillant de faire appel à des stripteaseuses pour rendre les choses plus amusantes. Bien que Taipei refuse de le faire au début, lorsqu'il écoute les choses désagréables que Nezu envisage de faire à ces pauvres dames, il s'inscrit immédiatement à une soirée stripteaseuse. Heureusement, avant même que les deux Dinwiddie puissent mettre en œuvre leur plan, Charlotte apparaît, les surprenant tous les deux, et demande à Teppei s'il a des projets pour les vacances à venir. En réponse, Teppei l'exhorte à demander d'abord à Sylvia.
Presque immédiatement, Charlotte se précipite vers le bâtiment du club social et demande à Sylvia, qui se détend, si elle peut emprunter Taipei pour les vacances. Confuse, Sylvia lui demande pourquoi elle vient lui demander la permission, et Charlotte dit que c'est parce qu'elle est sa fiancée. En entendant cela, Sylvia s'énerve et dit à Charlotte qu'elle n'a pas encore accepté la proposition ni fait de progrès avec TP. La croyant, Charlotte décide de sortir TP, mais elle la presse de garder le secret pour Alfred et Sylvia accepte. Plus tard dans la nuit, alors que Sylvia, Vincent et sa petite sœur Maria prennent le thé, Vincent remarque le silence à table et demande à Sylvia pourquoi elle ne parle pas de Taipei. En entendant cela, Sylvia essaie de nier avoir jamais parlé de lui. Mais quand Maria imite exactement la façon dont elle le flatte tous les soirs, elle se met très en colère et dit à Vincent qu'elle est juste une bonne amie avec lui. Passant à autre chose, Vincent parle de leur pays d'origine, Fermiche, et dit à Sylvia, qui craint de ne pas pouvoir revenir si elle épouse TP, qu'elle peut oublier leur pays d'origine si cela la rend heureuse. À ce moment-là, Sylvia dit qu'elle ne se sent pas bien et quitte la table pour rejoindre sa chambre. Pendant ce temps, Charlotte est dans sa chambre, vêtue de vêtements totalement transparents, alors qu'elle essaie désespérément de convaincre Alfred qu'elle ne sort pas avec TP. Comme prévu, Alfred ne la croit pas. Mais alors que Charlotte continue d'essayer de le convaincre, elle reçoit un appel de Sylvia, décroche et lui dit bonjour. Au départ, Sylvia ne dit rien, mais après beaucoup de persuasion de Charlotte, elle lui dit simplement de dire bonjour à TP pour elle, et raccroche, se demandant pourquoi elle a même appelé en premier lieu. Quelques jours plus tard, TP y retrouve Charlotte, mince et courbée, pour leur rendez-vous et plaisante avec elle pendant quelques secondes avant de monter dans le jet privé de son père pour s'envoler pour Osaka le même après-midi. Lorsqu'ils arrivent, elle se précipite immédiatement sur un trottoir au hasard avec une belle vue sur la mer et respire l'air rafraîchissant. Peu de temps après, elle dit à TP combien elle est heureuse d'être enfin seule sans qu'Alfred ou ses gardes du corps ne la contrôlent constamment, et TPI, qui promet de la traiter comme une fille normale pour la journée, pas comme une princesse, demande si c'est normal d'être sans garde du corps. En réponse, Charlotte dit qu'elle sait qu'il la protégera comme il l'a fait à l'époque si quelque chose lui arrive, et TPI pense qu'elle a raison. Au cours des heures suivantes, le duo visite le centre commercial, l'aquarium et un zoo pour enfants, et essaie même du takoyaki, que Charlotte adore puisque c'est la première fois qu'elle en mange. Plus tard dans la soirée, le duo s'assoit sur un banc au hasard à l'extérieur où Charlotte demande à Taipei si son chef personnel lui fait prendre des oyaki. Lorsque Taipei lui dit que sa mère cuisinait pour lui, Charlotte comble sa mère d'éloges et souhaite pouvoir essayer sa cuisine un jour. Alors que Taipei lui dit que sa cuisine est la meilleure, Charlotte aperçoit soudain la grande roue au loin et force TP à la monter avec elle. Quelques instants plus tard, alors qu'ils conduisent, Charlotte dit à TP qu'elle le considère comme une personne merveilleuse car elle peut dire qu'il aime vraiment sa mère à la façon dont il parle d'elle. En entendant cela, Taipei devient un peu ému et lui dit qu'il aimait vraiment sa mère. Confuse, Charlotte lui demande pourquoi il dit aimer et il lui répond que c'est parce qu'elle est morte avec son père il n'y a pas longtemps, ce qui explique pourquoi Eshin l'a adoptée. Après un bref silence, Charlotte se rapproche beaucoup du pauvre garçon et le prévient de ne plus dire qu'il aimait ses parents, car quoi qu'il arrive, ils sont toujours dans son cœur. Suite à cela, Charlotte et Tepaz se rapprochent lentement. Mais malheureusement, alors qu'ils s'apprêtent à prendre la carte V de l'autre dans le volant, Charlotte attrape un rhume, met cela sur le compte de l'hiver à venir et demande à Tepa s'il va vraiment épouser Sylvia. Quand Tepa lui dit qu'il ne le sait toujours pas, Charlotte lui assure que Sylvia est une bonne fille, puis lui parle un peu de leur passé commun en tant qu'amis. Un certain jour, la petite Charlotte a vu une petite Sylvia têtue griffonner quelque chose sur le trottoir et l'a réprimandée pour avoir désobéi à leurs aînés sans même se rendre compte qu'elle avait perdu sa mère dans un accident de voiture plus tôt. Plus tard dans la journée, Vincent reçoit une lettre du majordome de la petite Sylvia qu'elle a donnée pour se soumettre à Dieu. Après avoir lu son contenu, Vincent a fondu en larmes car il s'est avéré que Sylvia avait promis d'être une bonne fille si Dieu ramenait sa mère, c'est pourquoi elle griffonnait quelque chose sur le trottoir à l'extérieur. Peu de temps après, la petite Sylvia est entrée, a vu son père pleurer et l'a serré dans ses bras pour l'empêcher de pleurer sans se rendre compte que Charlotte avait tout vu. En entendant tout, TP réalise à quel point la vie d'une personne riche est solitaire, émotionnelle et restrictive et exprime ses sentiments à Charlotte. Plus tard, alors qu'ils descendent du volant, Tepes a soudain une idée pour sa fête pour divertir tout le monde et remercie Charlotte de l'avoir aidé à la réaliser. Suite à cela, Charlotte s'accroche à son dos et lui demande de promettre de ne jamais l'oublier. Confuse, TP demande pourquoi elle devient soudainement étrange, mais Charlotte s'en sort rapidement et Jess est là. Au cours des prochains jours, TP fait le tour de son école en racontant et en invitant Yu, Charlotte, Sylvia, Seiko et même Nezo à sa fête unique. Le jour, il les rassemble tous dans une gare bondée pour faire un voyage à la campagne pour la fête. En arrivant à la gare, Sylvia et Charlotte paniquent à cause du brouhaha, sachant que des aristocrates comme eux
n'ont jamais vraiment pris de train public auparavant. Cependant, avant qu'ils ne s'embarrassent, Taipei se présente rapidement avec un mégaphone, les accueille à sa fête unique et leur assure qu'ils prendront des vacances typiques pour les gens ordinaires, une nuit dans une station thermale. En entendant cela, Sylvia lui demande pourquoi il a choisi d'organiser des vacances dans une source chaude. Comme elle trouve cela un peu insuffisant pour une fête, Taipei invente une fausse excuse et leur dit qu'il veut faire quelque chose d'extraordinaire. Satisfaite de sa réponse, Sylvia abandonne le sujet, mais peu de temps après, elle et Charlotte recommencent à paniquer en voyant autant de gens entrer dans la gare avec des billets prépayés. Compte tenu de leur parcours, il est naturel qu'ils soient choqués par de tels systèmes. Mais pour leur montrer comment ça marche, Seika traverse la billetterie avec aisance, les laissant pantois. Quelques instants plus tard, ils montent tous à bord du prochain train pour la campagne et passent tout leur temps à discuter de leur vie d'aristocrate. Quelques heures plus tard, lorsqu'ils arrivent aux sources chaudes, l'hôte montre aux deux sexes leurs chambres séparées. Mais Yu refuse de rejoindre les filles parce qu'elle ne se sent pas à sa place. Voyant cela, Taipei lui dit d'essayer de s'entendre avec les filles, mais quand Yu explique la raison de sa nervosité, il la rassure en lui disant que c'est bien pour elle de se détendre avec elle et elle accepte. Peu de temps après, Taipei rejoint Nezu et deux autres gars dans leur chambre commune pour une réunion secrète afin de discuter de l'opération Peeping Tom. Après les subtilités, l'un des gars lui demande s'il est légal pour eux d'espionner les filles pendant qu'elles se baignent, mais Taipei leur assure que c'est parce qu'ils n'assument que l'héritage de leur aîné déchu. À cela, les lâches sans âme rappellent tous à Taipei que les choses peuvent vraiment mal tourner s'ils sont attrapés ou signalés puisqu'ils sont tous issus de familles importantes. Mais même quand même, Taipei les rassure que sa chance et sa détermination à contempler les succulentes usines de lait et les gâteaux des dames dépassent tout. Le croyant, Nezu et les deux autres commencent à peaufiner leurs efforts en suppliant TP de partager ses liquides naturels et sa chance avec eux, et TP accepte de faire d'eux tous des pervers chanceux. Plus tard dans la soirée, les filles visitent le vestiaire et se déshabillent pour donner un spectacle destiné aux hommes cultivés. Pendant qu'ils y sont, Yu a froid aux yeux, car elle estime qu'exposer ses oreillers de plaisir est une erreur. Mais Charlotte, qui est plus qu'heureuse d'afficher ses melons rebondissants naturels, lui assure qu'elle va bien. Peu de temps après s'être changées, les filles valsent dans les sources chaudes et commencent immédiatement à se laver et à discuter de trucs de filles aléatoires entre elles. Au milieu de leur discussion, la pauvre Seika se rend compte qu'elle est la seule guerrière à la poitrine plate dans une armée d'énormes jujas au lait double D et devient incroyablement peu sûre d'elle et jalouse. À peu près à la même époque, les pervers de l'autre côté du bain y passent leurs premières minutes, fantasmant sur les vilaines choses que les filles doivent faire de leur côté. Une fois qu'ils ont terminé, ils font de leur mieux pour écouter les sons des murs séparant les deux côtés et entendent soudain des bruits étranges, joyeux et doux venant de l'autre côté, presque comme si les filles se touchaient. Finalement, l'un d'eux décide qu'il ne peut plus supporter la torture, alors il enlève sa serviette, se cramponne au mur en bois avec ses déchets et retourne accidentellement le mur de l'autre côté. Dès que les filles le repèrent, elles le frappent noir et bleu et remettent le mur en bois dans sa position correcte. Après avoir vu l'état terrible dans lequel se trouve le pauvre gars, TP, Nezu et le dernier saluent tous son sacrifice et promettent de continuer sans lui. Quelques instants plus tard, alors que les filles se plaignent du brouillard anormalement énorme, TP et les garçons se mettent à quatre pattes et rampent lentement, vêtus uniquement de serviettes, jusqu'au bain des filles. Cependant, alors qu'ils se rapprochent du bain, le gros idiot parmi eux tombe dans un piège au sol, laissant Teppei et Nezu terminer le travail. Après avoir pleuré la perte de leur deuxième guerrier, Taipei se retourne pour encourager Nezu à bien faire, mais à sa grande surprise, il se rend vite compte que Nezu est déjà tombé dans un piège au sol également. Le cœur lourd, Taipei a continué avec audace, pourtant les espoirs et les rêves de ses camarades tombés au combat. Malheureusement pour lui, avant d'atteindre la terre promise, il a accidentellement marché sur un bouton de piège et a été projeté à plusieurs mètres dans le ciel. À la tombée de la nuit, les filles se rassemblent au bord de leur bain pour observer les étoiles. Mais à ce moment-là, Teppei plonge dans leur bain et termine la mission. Après une grande agitation, les filles rassemblent tous les garçons au même endroit, les forcent à s'agenouiller devant eux et les grondent tous parce qu'ils sont des cochons si sales. Alors que Seika est sur le point de les punir, Charlotte et Yu lui disent d'y aller doucement avec eux. Elle décide donc d'organiser un match de ping-pong entre Taipei et Sylvia, affirmant que si Taipei gagne, elle oubliera leur péché. Après quelques bavardages, le match commence, mais Taipei joue salement, l'appelant le tennis de table des roturiers, et exhorte Sylvia à essayer également de jouer salement si elle le peut. En entendant cela, Sylvia révèle ses énormes melons, ce qui fait grossir le bâton naturel de Tep,
et lui rend l'appareil. Après le match de ping-pong, ils font d'autres choses amusantes et s'amusent pour le reste de la nuit. Vers minuit, les filles restent debout et discutent de choses aléatoires. Cependant, pendant qu'ils y sont, Charlotte demande à Sae-Kim ce qu'elle pense de la fête à Taipei. Même si elle lui dit qu'elle ne peut pas vraiment appeler ça une fête, elle admet qu'elle s'est bien amusée et promet d'approuver sa demande de rejoindre le club social la semaine suivante. En entendant cela, l'une des filles la taquine parce qu'elle est beaucoup moins idiote qu'elle ne l'a toujours été, et Charlotte dit que c'est parce que Tepa a déjà changé toute leur vie. En entendant cela, les autres conviennent que Tepa a changé leur vie d'une manière ou d'une autre et concluent qu'ils l'aiment bien. Alors que leur conversation se poursuit, Charlotte demande à Sylvia si elle va toujours épouser Tepe, mais elle dit qu'elle continue de ralentir les choses avec lui pour le moment. Sur ce, Charlotte dit aux autres que très bientôt, Tepe tombera amoureux d'une fille chanceuse, mais plutôt que de grincer des dents à cette pensée, ils conviennent collectivement de ne pas éprouver de ressentiment ou de jalousie envers la femme dont il finit par tomber amoureux afin que le pauvre imbécile ne soit pas dérangé. Quelques jours plus tard, deux abrutis d'Aroma Mechanics, que Yu employait plus tôt, se présentent chez TP avec un nouveau vélo dont ils garantissent qu'il ne tombera jamais. Lorsque TP demande comment ils ont réussi à maintenir l'équilibre, ils lui répondent qu'ils ont ajouté 4 pattes de décapage aux roues, avant et arrière, pour maintenir l'équilibre. Cependant, au lieu de les complimenter, TPI est complètement dégoûté par leur choix de conception et les renvoie. Peu de temps après, TP arrive à l'école et plaisante avec Charlotte dans le couloir, sans même se rendre compte que Sylvia, jalouse, était juste derrière le coin, écoutant leur conversation et faisant de son mieux pour tenir la promesse qu'elle et les autres filles ont faite l'autre soir. Alors qu'elle s'éloigne en silence, Alfred fait soudainement irruption dans l'école, ses sens d'araignée picotant, et traite TP d'insecte nuisible pour lui avoir volé Charlotte. En entendant cela, Charlotte dit à Alfred qu'elle aime TP, et non l'inverse, et ces mots envoient presque le pauvre Alfred dans sa dernière crise cardiaque. Énervé et jaloux d'entendre cela, il supplie Charlotte de retirer ses propos pour éviter un malentendu. Mais quand elle choisit de ne pas le faire, il perd son sang-froid et court droit vers TP pour lui prendre la tête. Effrayé pour sa vie, Tep attrape Charlotte et court pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'Alfred se fatigue. Puis il continue de courir jusqu'à arriver au jardin où Alfred ne peut pas les voir. Peu de temps après avoir repris son souffle, Charlotte dit à TP qu'elle s'est foulé la cheville en courant et TP la porte immédiatement comme un prince charmant et s'excuse de l'avoir malmenée. Bien que Charlotte lui assure que ce n'était pas entièrement de sa faute, elle lui dit de l'emmener manger à Arima Hills, l'un des hôtels 5 étoiles de son grand-père, pour se rattraper, et TP promet de le faire. Quelques instants plus tard, alors que TP et Charlotte sont à l'infirmerie pour soigner l'entorse, ils, avec toute l'école, repèrent de nombreux pétales de rose tombés du ciel et se précipitent rapidement dehors pour enquêter sur ce qui se passe. Là, ils aperçoivent un dirigeable flottant dans le ciel et allait en détonnement. Peu de temps après, un mec blond nommé Hartman, qui se trouve également être un riche investisseur et magnat des affaires du pays de Charlotte, Hazelrink, saute du dirigeable avec un parachute derrière lui et atterrit en toute sécurité sur le balcon où se trouvent Charlotte et Taipei. Après son atterrissage dramatique, il s'approche de Charlotte, lui embrasse la main et la présente à Taipei, qu'il connaît apparemment comme sa fiancée, laissant Taipei choquée. Plus tard dans la soirée, Hartman remercie Seika, Taipei et Sylvia de lui avoir fait visiter leur école. Puis il embrasse les mains de Charlotte et part pour son rendez-vous avec Eshin. Ensuite, Sylvia confronte Charlotte pour n'avoir dit à aucun d'entre eux qu'elle était déjà fiancée. Mais Charlotte, apparemment attristée par tout cela, la supplie de ne pas l'interroger là-dessus maintenant. Après le départ de Sylvia, TP détend l'ambiance en promettant à Charlotte qu'il préparera son repas préféré pour leur rendez-vous à Arima Hills et Charlotte le serre fort dans ses bras, lui assurant qu'elle attendra son appel. Plus tard dans la nuit, après avoir pris un bain, Sylvia écoute son père dans son bureau alors qu'il s'adresse à quelqu'un au téléphone au sujet d'un nouveau développement politique troublant entre son pays d'origine, Fermish, et le pays d'origine de Charlotte, Hazelrink, qui partagent une frontière et décident d'enquêter. Le lendemain matin, à l'école, elle appelle Charlotte au bâtiment du club social et lui demande si elle sait que quelqu'un est en train de construire une installation secrète d'armes nucléaires à la frontière entre leurs pays d'origine. Confuse, Charlotte assure à Sylvia que ni elle ni son père n'en sont au courant. Et Sylvia conclut qu'un pays tiers, dont ils ne connaissent pas encore l'existence, doit être celui qui fait cela juste pour détruire les relations entre les nations. Alors qu'elle continue à expliquer, elle entend soudain quelqu'un derrière la porte d'entrée, les écoute et l'appelle. Réalisant qu'elle a été attrapée, Seiko sort, admet qu'elle a tout entendu et promet de ne le dire à personne. Ensuite, elle dit à Sylvia que son grand-père avait dit que quelque chose de grave se produirait à Arima Hills plus tard dans la nuit.
Mais quand Sylvia lui demande ce que c'est, elle répond qu'elle ne sait pas vraiment. Plus tard, Charlotte reçoit un SMS de TPB la suppliant de venir à Harima Hills ce soir-là, affirmant qu'il a quelque chose à lui dire, et elle le croit immédiatement sans même se rendre compte qu'elle est surveillée. À la tombée de la nuit, il visite Harima Hills et est vu avec la réceptionniste en train de faire des réservations pour son prochain rendez-vous avec Charlotte lorsque Hartman et sa secrétaire rousse, Joséphine, passent soudainement et attirent son attention. En les voyant, Taipei laisse son téléphone sur le bureau de la réceptionniste et se dirige vers eux pour échanger des plaisanteries. Après quelques plaisanteries, il se dirige vers le bureau de Yishin et Taipei retourne voir la réceptionniste pour continuer à japper. À peu près au même moment, Charlotte reçoit un SMS de TP pour le retrouver dans la suite dans 1 heure. Mais pendant qu'elle se réjouit, Eshin rejoint Hartman dans son bureau pour leur réunion et attend que Vincent, leur dernier invité, les rejoigne en tant que représentant de Firmish. Une fois Vincent arrivé, Hartman commence par discuter d'une collaboration entre Firmish, Hazelrink et le groupe Harima pour construire un nouveau complexe à la frontière de Hazelrink-Firmish. En entendant cela, Vincent rapporte qu'il a récemment découvert qu'un pays tiers s'était impliqué dans leur collaboration et envisageait de détruire leur relation de fond en comble. Curieux, Yishin demande s'il sait dans quel pays, mais Vincent dit que le gars ne lui en a pas dit plus. Cela étant dit, le trio passe les prochaines minutes à réfléchir au processus de réflexion de l'ennemi. Mais finalement, ils conviennent tous que leur plan semble trop stupide pour être vrai. Néanmoins, Yishin rappelle à Hartman, qui se trouve être le plus jeune d'entre eux, de ne jamais baisser la garde car un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Passant à autre chose, le trio discute des dangers posés par ce dernier développement, notamment l'hystérie de masse et les dommages irréparables à la réputation du groupe Harima. De plus, étant donné la rapidité avec laquelle les médias sociaux couvrent ce développement croissant, Eshin sait qu'ils ont besoin d'une solution à ce problème le plus rapidement possible. Cependant, alors qu'ils en pensent en un, Sylvia découvre que Vincent est à Harima Hills. Charlotte arrive là-bas en taxi et Seika est en train de sélectionner des vêtements comme si elle se préparait pour une fête. Quant à Taipei, il est toujours dans son manoir en train de faire son entraînement de kendo lorsqu'il reçoit soudain un message de Charlotte qui l'attend déjà dans la suite. Il la rappelle. Mais alors que la pauvre Charlotte est sur le point de récupérer, l'électricité dans tout l'hôtel est coupée et TP reçoit immédiatement un mystérieux message des salauds qui ont assassiné ses parents, affirmant qu'ils s'en prennent également à son amant, laissant Taipei sous le choc. Quelques instants après la panne de courant, les espions de l'agence fantôme à l'origine de l'attaque neutralisent discrètement la sécurité du bâtiment et s'infiltrent dans le bâtiment comme des ninjas. En quelques secondes, ils font irruption dans la chambre de Yi et le tiennent en otage, lui, Hartman et Vincent avec Joséphine comme chef. Choqué, Hartman interroge Joséphine pour savoir pourquoi elle travaille pour l'ennemi, mais Joséphine lui dit qu'il est idiot de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. À ce moment-là, Ishin contacte Yu pour un appel, l'informe de l'attaque et l'exhorte à présenter ses salutations à Taipei. Alors qu'il raccroche, Joséphine et ses hommes le remarquent en train de parler à quelqu'un, alors il menace de le renvoyer s'il continue à faire des tours stupides, et Ishin promet d'être un bon garçon. Peu de temps après avoir reçu l'appel d'Ishin, Yu contacte immédiatement tous les hauts responsables de la cybersécurité payés par Ishin pour enquêter sur l'agence derrière l'attaque. Pendant qu'il monte dessus, une ombre s'approche de Charlotte dans la suite et épingle son corps au lit avec sa main sur sa bouche. Quand Charlotte commence à paniquer, il lui dit de rester calme et d'éviter de leur causer des ennuis afin qu'il ne soit pas obligé de lui tirer dessus, et elle oblige. Sur ce, le mec la lâche tout en faisant de son mieux pour ignorer ses deux partenaires pervers et leur fait attacher Charlotte. Après cela, il demande à l'un d'eux de sortir un petit moniteur pour qu'il puisse regarder les médias diffuser les informations sur l'attaque contre la nation pour se rendre compte que les médias ne diffusent que la mystérieuse panne d'électricité, pas l'attaque. Confus, le trio, dont Joséphine et ses acolytes, se demandent qui pourrait intercepter leur communication et censurer l'événement. En secret, Yixin sait que c'est définitivement la faute de Seiko, mais il reste silencieux et aime regarder les idiots paniquer. Peu de temps après, un de leurs agents découvre que quelqu'un tente de pirater la salle de contrôle centrale du bâtiment depuis l'extérieur et en fait rapport à Joséphine. Alors qu'elle s'inquiète également de cela, Yu, qui est de retour dans la maison de TP, est vu en train de taper furieusement dans un super ordinateur compact comme un cerveau et de faire de son mieux pour pirater la salle de contrôle centrale sans être vu, tandis que Tepi regarde avec admiration. Peu de temps après, Yu est découverte par le technicien ennemi qui tente de la pirater. Mais plutôt que d'abandonner, elle continue de pirater jusqu'à ce qu'elle dépasse le pirate informatique et accède aux caméras de surveillance du bâtiment. Ensuite, elle et TPI localisent Neshin, Vincent et Charlotte, tous retenus en otage par l'ennemi. Mais malheureusement pour eux, avant qu'ils puissent de comprendre quoi que ce soit des vidéos, le pirate informatique ennemi reprend le contrôle et infecte l'ordinateur de Yu avec un virus chronométré.
Le temps presse, TP décide de se rendre à l'hôtel pour sauver lui-même son peuple. Cependant, comme il ne peut évidemment pas emprunter l'itinéraire normal, il rappelle ses deux nerds qui lui ont construit un vélo avec des jambes de stripteaseuse et décide d'emmener ce vélo embarrassant jusqu'à l'hôtel. Quelques instants plus tard, alors qu'il s'apprête à partir, Sylvia arrive, lui dit qu'elle est au courant de la situation à l'hôtel et lui dit qu'elle l'accompagnera. N'ayant plus le temps de discuter, TP demande à Sylvia d'habiller une salopette moulante en spandex et la chasse immédiatement de sa maison. Au moment où il prend la route, environ 3 motards ennemis les poursuivent, leur tirant 44 cartouches Magnum. Au début, Sylvia dévie certaines balles avec son épée, mais lorsque la moto chancelle, elle s'arrête pour retrouver son équilibre. À ce moment-là, Yu téléphone à Teppei, lui disant d'appuyer sur un certain bouton bleu, ce qu'il fait. Presque immédiatement, les deux pattes arrière du stripper développent des propulseurs à réaction, volent vers les motards ennemis et en renversent deux. Voyant cela, Teppei appuie sur un autre bouton et, heureusement, les pattes avant surgissent également et écrasent les noix du dernier gars. Pendant ce temps, Charlotte demande à son agresseur pourquoi il s'efforce tant de ternir l'image du groupe Arama, mais le connard lui répond que c'est parce que les gens riches comme eux font souffrir les pauvres idiots comme lui. Environ 30 minutes plus tard, TP et Sylvia arrivent au bâtiment et se faufilent prudemment à l'intérieur, restant en contact constant avec Yu pour des mises à jour sur la situation là-bas. Peu de temps après avoir obtenu le numéro d'étage des pièces où sont détenus Charlotte, Eshin et Vincent, Taipei et Sylvia lancent immédiatement une nouvelle action, éliminant quelques gardes en chemin, le tout pour les sauver à temps. En montant, ils rencontrent la police spéciale qui leur promet de les aider à contenir la situation et accueille immédiatement leur aide. Cependant, alors qu'ils sont sur le point de continuer leur mouvement, ils entendent soudain des feux d'artifice à l'extérieur du bâtiment et un groupe d'idoles qui lance un concert de groupe non loin de là pour distraire les médias de l'attaque. Confus, TP et Sylvia se précipitent sur le balcon pour enquêter sur ce qui se passe. Mais à ce moment-là, Sekai arrive sur le même balcon en hélicoptère, leur parle de son plan et les invite à continuer à chercher Charlotte. Pendant ce temps, Hartman cloue Joséphine au sol pendant qu'elle est distraite par le concert pour donner aux autres le temps de s'échapper. Malheureusement, avant qu'il ne s'échappe, Joséphine lui tire une balle dans la poitrine avec son arme et le fait mourir. Ailleurs, Charlotte tente de raisonner le déchet inutile qu'il a capturé, jurant sur son titre de princesse de l'aider à l'avenir. Mais comme prévu, Nimrod, peu intelligent, l'interpelle pour avoir dit des bêtises et continue de faire cette chose. Quelques instants plus tard, Yu retrouve l'accès au système de prévention des catastrophes, enferme l'ennemi à l'intérieur du bâtiment pour donner un avantage à la police et informe Teppei et les deux filles d'un moyen de rejoindre Charlotte et leurs parents depuis le toit. En entendant cela, Seika demande à son pilote de les faire monter sur le toit. Une fois sur place, Sylvia saute avec son épée à la main, renverse les deux gardes qui se tiennent là et continue de descendre avec Taipei et Seika. En attendant, Vincent demande à Joséphine de présenter son organisation, surtout après la mort de Hartman, et elle leur dit hardiment qu'elle travaille pour une organisation appelée Truth, dont le but est de ruiner la réputation d'un groupe Rima simplement parce qu'ils détestent les riches. Alors que Yishin et Vincent grincent des dents face à sa réponse stupide, Joséphine annule leur opération et se retire avec tous leurs hommes. Cependant, avant de partir, le ravisseur de Charlotte lui dit qu'ils ont caché une bombe à retardement au fond du bâtiment, ce qui la laisse choquée. Quelques instants plus tard, après leur départ, TP et Sylvia retrouvent Eshin et Vincent. Mais au moment où ils découvrent que Hartman est mort, TP se précipite au 36e étage où se trouve Charlotte et la serre fort dans ses bras lorsqu'il la trouve. Après avoir laissé tomber l'aqueduc, Charlotte parle à TP de la bombe que les agents ennemis ont posée dans le bâtiment. Cependant, avant même qu'il puisse réagir, le minuteur de la bombe s'active et envoie tout le bâtiment dans une autre panne de courant. Peu de temps après, Yu découvre les bombes placées dans tout le bâtiment et transmet l'information à Ichiwan et aux autres qui sont toujours dans l'hélicoptère de Seiko. Elle leur dit alors que le virus de l'agence ennemie a plongé leur système de contrôle dans le chaos et commence à se reprocher son incompétence. Mais Vincent lui dit de se laisser aller et elle le fait. Passant à autre chose, elle demande quelles sont leurs options et elle explique que bien qu'ils aient perdu le contrôle de la surveillance de l'hôtel, ils savent qu'il y a 5 bombes dispersées dans tout le bâtiment. En entendant cela, Vincent prévient Yishin et les autres qu'ils auront fini si les bombes explosent. Et quand Seika et Sylvia commencent à paniquer, il leur dit de rester calmes. De retour à l'intérieur du bâtiment, Joséphine s'approche de Tep et Charlotte avec son armée d'agents spéciaux, se présente comme l'agence anti-riche et laisse Taipei et Charlotte passer le reste de leur nuit à leur merci. Quelques instants plus tard, Yishin, Vincent, Sylvia et Seiko arrivent chez Teppei et regardent Yu essayer de dépirater le hack de l'ennemi pour reprendre le contrôle de leur serveur. Lorsque cela ne fonctionne pas, Yu leur explique que leur dernier recours est de risquer de perdre toutes les données du groupe Arima en reformatant leur serveur,
y compris ceux de l'hôtel. Après un bref silence, Yishin demande combien de temps il lui faudra pour reprendre le contrôle une fois le virus éliminé, et elle lui répond 15 minutes. À cela, Yishin lui ordonne de continuer, ajoutant que la préservation des données de l'entreprise n'est pas la priorité absolue pour le moment, et Yu se met immédiatement au travail. Bientôt, la police, accompagnée de quelques autres femmes de ménage, découvre l'emplacement de toutes les bombes à retardement dans le bâtiment. Cependant, avec seulement 25 minutes avant la détonation, Yu les prévient qu'ils n'auront qu'une fenêtre de 10 minutes pour diffuser les bombes, car cela ne peut se produire qu'une fois le reformatage terminé. Elle souligne également qu'étant donné l'emplacement de certaines bombes, il ne sera peut-être pas possible pour la police de les atteindre toutes et à temps. Donc, s'ils veulent vraiment faire cela, alors ils ont besoin que Jésus arrive à temps au dernier. À ce stade, Sylvia se porte volontaire pour retourner dans la chambre d'hôtel pour sauver son fiancé, Taipei, et Seika décide de l'accompagner. Au début, Vincent refuse de la laisser partir étant donné qu'elle est sa fille, mais Sylvia finit par le convaincre de la laisser partir. Ensuite, Yu contacte Taipei qui prétend avoir tout entendu et lui demande de diffuser la dernière bombe à l'étage de la boutique de créateurs, là où la police ne peut pas atteindre. Au moment où TP promet de faire cela, Yu commence immédiatement à formater l'ensemble du système, faisant de son mieux pour être rapide. Quelques instants plus tard, TP et Charlotte rencontrent les deux imbéciles assoiffés, qui étaient les partenaires des ravisseurs de Charlotte, et parviennent à convaincre les idiots de les laisser partir, grâce aux pose-allées surdimensionnées et au corps élancé de Charlotte. Peu de temps après, ils se heurtent à une épaisse porte en acier bloquant le sol de la boutique de créateurs et tentent de la franchir, mais échoue. À cela, Taipei demande à Yu un détour, mais Yu dit qu'ils doivent le franchir d'une manière ou d'une autre pour atteindre la bombe à temps. N'ayant pas d'autre choix, Taipei essaie de le frapper, de l'écraser et même de le couper avec son épée en bois, mais rien ne fonctionne. Pendant ce temps, alors qu'ils rentrent à l'hôtel, Seiko attire l'attention de Sylvia, lui rappelle qu'elle a reconnu TPI comme son fiancé plus tôt et l'accuse d'avoir tenté de le voler à elle, à vous, à Charlotte et aux autres. En entendant cela, Sylvia dit à Seiko que même elle ne comprend pas encore pleinement ses sentiments, car elle commence seulement à réaliser qu'elle aime Taipei aussi profondément qu'elle aimait sa défunte mère et qu'elle est prête à tout pour être avec lui. À cela, Seiko admet qu'elle est également amoureuse de TP, et Sylvia sourit à cette pensée. À peu près au même moment, Charlotte trouve une tronçonneuse robuste dans l'un des magasins près de la porte en acier et avec TP, la scie pour passer de l'autre côté. Quelques instants plus tard, alors que Sylvia et Seiko atterrissent enfin sur le toit de l'hôtel, Yu termine de redémarrer les systèmes de contrôle de l'hôtel et rétablit l'alimentation électrique de l'ensemble du bâtiment. Suite à cela, elle transmet immédiatement les informations sur la localisation de la bombe à Sylvia, Seiko, Charlotte et TP. Mais alors que Tep et Charlotte se dirigent vers l'emplacement de leur bombe, le ravisseur de Charlotte lui-même les repère et leur tire dessus. Au même moment, la police diffuse ces bombes, tandis que Sylvia et Seiko s'amusent avec leurs bombes, confuses comme n'importe quoi. Jusqu'à ce que Sylvia en ait finalement assez du brouhaha et donne la bombe à Seiko. Pendant ce temps, le ravisseur de Charlotte, qui a raté son premier tir, se déchaîne sur sa haine extrême et sa jalousie envers les gens riches comme TP, qui sont en plein essor. Une fois qu'il a terminé, il tire son prochain coup sur TP. Mais à la dernière minute, TP demande à Charlotte de se mettre à l'abri, puis il se jette sur le bouffon inutile, déviant chaque balle jusqu'à ce qu'il se rapproche du gars et l'assomme d'un seul coup de poing sur la joue. Ensuite, il s'excuse auprès de Charlotte d'avoir perdu son sang-froid et continue d'avancer vers la prochaine bombe avec elle. À peu près au même moment, Seika panique et jette la bombe alors que le chronomètre approche de 0. Heureusement, avant qu'il ne touche le sol et n'explose de toute façon, Sylvia coupe le fil rouge avec son épée et parvient d'une manière ou d'une autre à désarmer toute la bombe. Soulagée, Seika demande comment elle savait qu'elle devait couper le fil rouge et Sylvia dit qu'elle a pensé que ce devait être le fil rouge puisqu'elle porte actuellement des sous-vêtements rouges. Ailleurs, TP et Charlotte trouvent leur bombe dans la boutique de créateurs. Mais comme il est déjà trop tard pour tenter de le désarmer, TPI le jette dans le vide poussière de l'hôtel et le laisse exploser là-bas. Une fois la dernière bombe réparée, l'attaque contre l'hôtel Arama Hills se termine et Eshin vous remercie, ainsi que ses servantes, ainsi que toute l'équipe de police pour l'aide apportée. Cependant, alors que Charlotte, Seika, Sylvia et Taipei se retrouvent sur le parvis de l'hôtel pour célébrer leur succès, Sylvia annonce la mauvaise nouvelle concernant Hartman à Charlotte, et la pauvre fille est immédiatement plongée dans le désespoir. Cependant, plutôt que de s'effondrer, Charlotte choisit de respecter la décision de Hartman de se sacrifier pour sauver Vincent et Eshin et admet qu'elle est finalement tombée amoureuse de lui.
Après un bref silence, une limousine blanche s'arrête soudainement sur le parvis de l'hôtel et le chauffeur, prétendant remplacer Alfred, sort et exhorte Charlotte à monter pour qu'il puisse la ramener à son manoir. Après être monté et parti, Sylvia et les autres réfléchissent à ce que Charlotte leur a dit sur ses sentiments pour Hartman et concluent finalement qu'elle s'est forcée à dire tout cela sans se rendre compte que le chauffeur n'est pas celui qu'il pense qu'il est. Environ 30 minutes plus tard, la limousine de TP s'arrête sur le même parvis et Yu, Eshin et Vincent sortent pour saluer TP et les filles. Après les subtilités, Eshin remercie tout le monde d'avoir fait de son mieux pour protéger Harima Hill et ajoute ensuite qu'une calèche de Hazelrink, le pays de Charlotte, arrivera bientôt pour ramener Charlotte à son manoir. Confus, TPI et Sylvia lui disent qu'un chauffeur était venu plus tôt et était venu chercher Charlotte dans une limousine. Mais à ce moment-là, Vincent leur apprend qu'il avait seulement contacté Alfred pour venir la chercher. En entendant cela, TP et les filles sont immédiatement sous le choc alors que la dure réalité leur apparaît. TP se précipite immédiatement comme s'il allait le retrouver, mais malheureusement, leurs pires craintes sont exactes. Charlotte a été kidnappée. Pendant ce temps, Charlotte est toujours dans la voiture, en larmes, alors qu'elle pleure tranquillement la mort de Hartman lorsque le chauffeur arrête soudainement la limousine et laisse Joséphine entrer. Au début, Charlotte est confuse, mais quand Joséphine appelle le chauffeur Hartman, sa confusion se transforme en choc alors qu'il enlève le béret qu'il portait et demande à Joséphine de la droguer. Plus tard dans la nuit, tout le monde retourne dans ses différentes maisons avec Sylvia Sword s'entraînant sous la pluie, Seiko devenant triste et le pauvre TP boudant en se rappelant tous les merveilleux souvenirs qu'il a partagés avec Charlotte pendant leur court temps ensemble. Peu de temps après, il s'en prend à lui-même pour son impuissant à un moment aussi crucial et se souvient du moment où ils ont découvert que Hartman avait été derrière toute la configuration tout le temps. Naturellement, ils ont tous été choqués d'apprendre que Hartman n'était pas mort du coup de feu de Joséphine. Cependant, pour éviter de perdre le moral, Yixin leur a dit de se calmer et a demandé à Vincent d'avertir TPI et les filles de ne pas essayer de sauver Charlotte car c'était désormais devenu une affaire internationale. Maintenant, TPI est entre le marteau et l'enclume car le pauvre gars ne sait même pas quoi faire. Il sort une photo de famille qu'il a prise avec ses parents biologiques lorsqu'ils étaient encore en vie et la regarde, rappelant sa promesse à Charlotte lors de leur tour sur la grande roue de ne jamais l'oublier. Le lendemain, à l'école, TP se rend à vélo à l'endroit exact de la forêt où lui et Charlotte sont tombés et ont eu leur première rencontre et revit tous les premiers souvenirs qu'il a d'elle. La rencontre dans la forêt, l'incident en classe et même le moment où il l'a trouvée au 36e étage de l'hôtel. En revivant toutes les émotions qu'ils ont partagées cette nuit-là, Tepa réalise enfin qu'il a un lien plus profond avec Charlotte qu'il ne le pensait. Quelques heures plus tard, Charlotte se réveille dans un train royal chic en voyage quelque part et trouve Hartman assis en face d'elle, souriant comme Loki de Temu et l'appelant sa fiancée. Confuse, elle demande à Hartman comment il est encore en vie, mais Hartman ignore la question et lui dit que son véritable objectif est d'assassiner Teppei et d'écraser la famille Harima, tout cela pour conduire Eshin au désespoir. En entendant cela, Charlotte lui demande si la panne de courant à l'hôtel était de sa faute, mais quand Hartman confirme que c'était le cas, elle halète sous le choc et demande pourquoi il a fait ça. En réponse, Hartman lui dit qu'il essaie de déshonorer Eshin devant le monde entier et de le dépouiller de tout pour son agenda politique. Quand Charlotte essaie de lui demander quel est l'ordre du jour, le salaud inutile s'en va et la remet aux deux imbéciles, assoiffés de ses épais oreillers de plaisir et de son gâteau moelleux à l'hôtel. Après avoir échangé des plaisanteries, Charlotte les contraint à la détacher et à lui servir du takoyaki. Le lendemain, Yu découvre que Charlotte est détenue dans le train royal de son pays et est actuellement transportée vers la Russie et transmet immédiatement l'information à Sylvia. Après avoir confirmé l'authenticité de l'information, Sylvia envisage d'appeler Teppei pour l'aider, mais malheureusement, Teppei est en panne comme une lumière. Plus tard dans la soirée, lorsque Teppei retourne à l'école avec son vélo, Seiko le boycotte à l'entrée du bâtiment du club social, lui reproche de sauter les cours et de baisser les yeux, et lui demande s'il a trouvé un moyen de sauver Charlotte. Quand Teppei lui dit qu'ils ne peuvent rien faire, Seiko s'enflamme et l'accuse d'être un lâche pour avoir choisi de ne rien faire comme un bon garçon. Puis elle l'embrasse et lui avoue ses sentiments. Alors que Teppei la regarde complètement sous le choc, Sylvia apparaît et Seiko recule de quelques pas pour que Sylvia puisse donner du sens à son cerveau résistant à la logique. Après s'être écrasée contre lui, Sylvia exprime sa déception envers Teppei parce qu'elle est faible et lui dit qu'elle retournera dans son pays pour sauver Charlotte puisqu'elle fera escale à Hazelrink avec ou sans son aide. Après avoir dit tout cela, elle et Seikao partent, laissant le gars bouder encore plus fort. Mais à huis clos, il rencontre Yu et lui demande de réconforter Taipei pour eux pendant leur absence. Bien que Yu soit un peu nerveuse à ce sujet, elle se dirige vers la chambre de Taipei où elle le trouve allongé sur son lit en train de bouder, place sa tête entre ses jambes et lui assure qu'ils ont encore une autre chance de sauver Charlotte. Réconfortée par sa douceur,
TP supplie Yu de le laisser reposer encore un peu la tête entre la terre promise afin qu'il puisse trouver le courage dont il a besoin pour se relever et sauver Charlotte. Plus tard dans la nuit, Joséphine est vue en train de mener une séance pratique avec elle-même avec ses pose allées dépassant de son peignoir alors que Hartman est assis là à la regarder faire son truc. Après avoir atteint le nuage 9 et être revenu, elle essaie de demander à Hartman de la rejoindre au prochain tour afin qu'ils puissent avoir leur fin heureuse, mais Hartman la laisse dormir. Pendant ce temps, on voit Charlotte jouer aux cartes avec les deux imbéciles qui la gardent lorsqu'elle se souvient qu'elle n'a pas encore pris de bain. Comme ils ont encore un long chemin à parcourir, elle les met sous pression pour qu'ils la laissent prendre un bain sous leur douche et les deux idiots se précipitent aussitôt pour lui en préparer un. Ailleurs, Sylvia rencontre Vincent pour lui demander la permission de la laisser partir avec lui pour sauver Charlotte. Dans un premier temps, Vincent refuse de la laisser risquer sa vie. Mais quand Sylvia lui dit qu'elle compte utiliser cela pour sauver leur pays et que Maria l'accompagnera, il accepte finalement de les laisser sauver Charlotte. Plus tard dans la nuit, alors que Charlotte est occupée à se doucher, Joséphine entre dans la salle de bain, attrape son pot à lait blanc et le serre très fort tout en avertissant Charlotte de ne pas se laisser emporter par la situation dans laquelle elle se trouve. Quand Charlotte refuse de se coucher, Joséphine retourne vers Hartman, qui s'assoit simplement sur leur lit, savourant son verre, en attendant que Taipei tombe dans son piège en essayant de sauver Charlotte. Le lendemain, Taipei rencontre Yishin dans sa villa pour leur dernière rencontre avant de s'enfuir pour sauver Charlotte. Après quelques petites discussions sur l'histoire d'amour de sa mère et de son père, Yishin exhorte Taipei à ouvrir le paquet qu'il lui a offert plus tôt. Lorsque Taipei le fait, il trouve 1000 dollars soigneusement empilés à l'intérieur du tissu et est choqué par la petitesse de cet argent, étant donné que c'est la première fois qu'il voit autant d'argent. Même s'il a raison, Yishin lui rappelle toujours à quel point l'argent est ordinaire, puis il part lui raconter une histoire sur la façon de comprendre l'argent. Après la mini-leçon, il donne à Tepa un katana fabriqué à la main, provenant de son industrie sidérurgique, et assure à Tepa que s'il l'utilise correctement, il peut alors couper n'importe quoi, même voler. Satisfait du discours de son grand-père, Tepa reçoit le katana avec honneur, le rengaine et part s'entraîner. Ensuite, Yu apparaît confus et inquiet à propos de Tepa, mais plutôt que de la harceler à ce sujet, Yishin la rapproche, la serre dans ses bras comme sa propre fille et la presse de faire aussi ce que son cœur lui dit. Quelques jours plus tard, Taipei arrive à l'aéroport pour embarquer dans le jet privé de son grand-père pour meubler le pays d'origine de Sylvia. Pendant qu'il attend le décollage, Seika se présente avec ses sous-vêtements rayés, l'air embarrassée et nerveuse, et essaie d'être cette amante douce, aimante et attentionnée pour Taipei. Cependant, Taipei lui dit qu'il aime davantage sa personnalité dure, ce qui laisse Seika très embarrassée et confuse, car cela la fait se sentir comme un imbécile inconsolable. Néanmoins, lorsqu'elle se calme enfin, elle demande à Taipei s'il irait aussi jusqu'ici pour la sauver si elle était enlevée. Mais avant que Taipei ne puisse répondre, elle l'efface immédiatement et le serre fort dans ses bras. Quelques secondes plus tard, Taipei se retourne pour partir. Cependant, avant d'aller loin, il assure à Seika qu'il irait jusqu'ici pour la sauver si c'était elle qui avait été kidnappée, puis s'éloigne, laissant son amour frappé par son aura. Quelques instants plus tard, après le décollage du plan de Tepes, Yu, qui est également à bord du vol, contacte Vincent sur la chaîne officielle Interpays, lui fait part de toutes les informations qu'elle a pu recueillir jusqu'à présent et demande l'aide de la cavalerie de Fermiche pour intercepter le train avant qu'il n'arrive en Russie. Une fois que Vincent autorise leur demande, Yu demande l'aide d'Alfred pour leur apprendre le tracé du train et Alfred monte immédiatement à bord. Quelques heures plus tard, après que Taipei et Yu aient atterri à Fermiche, Sylvia les approche pendant qu'ils visitent le pays médiéval avec Maria et révèle qu'elle est déjà la nouvelle capitaine de leur unité de cavalerie. Ils n'ont donc pas à s'inquiéter de tout problème de leur côté. Peu de temps après, Vincent arrive également et les accueille à Fermiche en les invitant à une soirée qu'ils organisent bientôt. Plus tard dans la nuit, alors que la fête bat son plein, Taipei passe du temps seul avec Sylvia sur un balcon au hasard. Là, ils ont discuté du point de vue de son père sur les fêtes, après quoi Sylvia revient sur sa mère et sur son mode de vie de l'époque où elle était encore en vie. Peu de temps après, elle montre à Taipei la photo de sa mère sur le médaillon que son père lui a offert et Taipei la fait tomber avec un compliment aigu. Alors que la tension émotionnelle entre eux monte, Sylvia se souvient soudain de leur premier match d'entraînement et leur suggère de faire un petit entraînement car cela fait longtemps. Tipen est naturellement d'accord avec cela, mais quand il perd contre Sylvia pour la deuxième fois consécutive, elle annule leur fiançailles, affirmant qu'elle n'est pas intéressée à épouser un homme qui a perdu contre elle 2 fois, puis elle l'embrasse sur les lèvres pendant plusieurs secondes. Le lendemain matin, Yu, Vincent, Alfred, Taipei et Sylvia se réunissent tous pour un briefing sur la situation actuelle du train royal de Charlotte. D'après ce qu'ils ont remarqué jusqu'à présent, il semble que leur fenêtre d'opportunité se ferme alors que le train est sur le point de traverser la frontière japonaise pour se rendre à Fermiche. Alors pour éviter de perdre du temps, ils se mettent immédiatement à planifier leur attaque.
Vers midi, Sylvia rassemble une équipe de ses combattants les plus forts et monte avec eux jusqu'au sommet de la colline, le long de la voie ferrée que le train de Charlotte est censé traverser. Cependant, avant de faire quoi que ce soit d'imprudent, Sylvia transmet par radio les communications du train, les informe de la situation actuelle et les avertit d'arrêter le train immédiatement ou d'en subir les conséquences. Lorsque Hartman refuse de tenir compte de leur avertissement, Sylvia lance les opérations pour sauver Charlotte et presque immédiatement, l'un de leurs motards s'approche du train. En voyant cela, Hartman, qui ne pouvait pas voir le visage du cavalier à cause du casque qu'il porte, pense que le cavalier doit être TPI. Il ordonne donc à ses hommes d'aller à fond pour lui ouvrir le crâne. À peu près au même moment, Charlotte découvre par les deux perdants qui la gardent qu'une moto non identifiée poursuit le train et se précipite immédiatement vers la porte pour vérifier, pensant que le passager était TP. Alors que le temps presse, les soldats de Hartman ouvrent le feu sur le cycliste, tandis que Sylvia et ses sbires font un trou dans l'un des wagons du train. Quelques secondes plus tard, Alfred enlève son casque, révélant qu'il est le cavalier et non TP. Mais plutôt que de le remercier d'être venu l'aider, Charlotte est déçue. Bientôt, Alfred saute dans le train et démonte celui de Hartman. Mais au fur et à mesure qu'il progresse, TP saute dans le trou du wagon pendant qu'il est en mouvement, élimine le conducteur du train, le ralentit et donne à Sylvia suffisamment de temps pour s'infiltrer dans le train. Voyant cela, Hartman ordonne à Joséphine de reprendre la salle de contrôle et continue de sourire comme un méchant blond Patrick Bateman. Quelques instants plus tard, Joséphine capture Charlotte, l'emmène à Taipei et le fait chanter. Dans cette fraction de seconde de confusion, elle pousse Charlotte vers Taipei, qui se tient littéralement au bord de la portière de la voiture avant, et les tient sous la menace d'une arme. Cependant, alors qu'elle est sur le point d'appuyer sur la gâchette, Hartman apparaît derrière elle et lui tire dessus 3 fois, la faisant mourir car il prétend qu'il ne fait que régler les détails. Suite à cela, il se déchaîne sur sa jeunesse en tant que pauvre rat d'église et pickpocket qui volait les riches jusqu'au jour où Yi Shin l'a attrapé et l'a humilié comme il se doit devant tout le monde. Apparemment, cet idiot immature en voulait à Yi Shin pour avoir mis un peu de bon sens dans ses fesses de voleur à l'époque et est devenu riche et célèbre, allant même jusqu'à organiser son mariage avec Charlotte, tout cela juste pour se venger des Shin et le détruire. Alors qu'il continue de raconter comment il a construit l'installation nucléaire, il sépare leur voiture de celle d'Alfred et Sylvia et commence à accuser TP d'avoir déjoué ses plans à la dernière minute. Remarquant sa distraction, TP poignarde les gardes et combat Hartman. Mais au milieu du brouhaha, Charlotte perd l'équilibre et risque de tomber du train. Malheureusement, alors que TP l'attrape, Hartman le fait descendre du train et ramène Charlotte. Peu de temps après avoir poussé TP dehors, Hartman demande à Charlotte ce qu'elle pense qu'il devrait faire ensuite. Mais alors qu'elle s'apprête à répondre, elle remarque que le corps de Joséphine tremble et réalise qu'elle est toujours en vie. Peu de temps après, Hartman coupe ses attaches, affirme qu'il n'a rendu service à leur pays qu'en battant l'héritier du groupe Arima, puis dit à Charlotte qu'il blâmera TP pour son enlèvement. Choquée, Charlotte lui dit que les gens ne croiront pas ses mensonges, mais Hartman lui assure qu'il est facile de faire croire aux masses ce qu'elles veulent croire tant que cela correspond à leur récit. Même ainsi, Charlotte refuse de céder à l'idéal de Hartman, alors qu'elle essaie de donner un sens à l'esprit dérangé de Hartman. Malheureusement, cette poubelle a déjà disparu depuis longtemps, alors il ignore simplement ses divagations et lui dit qu'il s'en tient à ses idéaux. À ce stade, Charlotte se rend compte qu'il ne sert à rien d'essayer de le raisonner. Elle se présente donc comme la princesse officielle de Hazelrink et demande humblement à Hartman de soigner au moins Joséphine, vu que cette ordure inutile est toujours en vie. Lorsque Hartman refuse, Charlotte lui rappelle que Joséphine est amoureuse de lui, mais malgré cela, Hartman lui dit qu'il ne lèvera pas le petit doigt pour l'aider. Le temps presse, Charlotte porte Joséphine sur son dos et l'emmène au poste médical in situ pour la faire soigner. Pendant ce temps, Taipei se réveille d'un rêve étrange dans lequel il voit ses parents décédés dans l'au-delà et se retrouve avec Sylvia et Alfred alors qu'ils continuent à courir après le train. Heureusement, la balle de Hartman n'a fait qu'effleurer sa tête, donc Taipei va bien. Mais alors qu'il les presse de rattraper le train au plus vite, Alfred lui dit qu'ils ne peuvent pas aller plus vite car il y a beaucoup trop de monde à vélo. Sur ce, TP fait descendre Alfred du vélo et continue de le conduire avec Sylvia derrière lui. À peu près au même moment, Charlotte place Joséphine sur une chaise au hasard dans une autre voiture. Ne sachant pas comment la soigner, lorsque ses deux gardes assoiffés apparaissent soudainement, affirmant qu'ils sont allés à l'école de médecine au Venezuela et lui proposant de l'aider à soigner la blessée. Alors que Charlotte demande leur aide, Taipei contacte Yu lorsqu'il se rend compte qu'il perd lentement le train et lui dit de lui donner un raccourci qu'il peut emprunter pour arriver plus rapidement au train. Sans perdre de temps, Yu lui donne un itinéraire précis qui le mènera directement au train. Mais alors que Taipei le suit, l'un des gardes le remarque immédiatement et se précipite plus loin pour informer Hartman.
Pendant ce temps, alors que les gardes de Charlotte soignent les blessures de Joséphine, elle leur demande pourquoi ils ont quitté l'université et sont devenus des criminels. Ils expliquent qu'ils avaient des difficultés financières, ce qui fait que Charlotte se sent désolée pour eux et s'excuse d'avoir été inutile. Alors que le traitement se poursuit, elle entend soudain un garde à l'extérieur crier que TP est de retour et se précipite immédiatement hors de la voiture pour le voir, seulement pour que Hartman se présente et la suive lentement. Quelques instants plus tard, TP rapproche le vélo du wagon, où Hartman tient actuellement Charlotte en otage, demande à Sylvia de prendre le vélo et se fraye un chemin vers la voiture avec son épée. Voyant cela, Hartman est distrait, alors Charlotte glisse et s'enfuit. Cependant, plutôt que de s'inquiéter pour elle, il l'ignore et exhorte ses hommes à se concentrer plutôt sur la recherche et l'assassinat de Tep. Bientôt, TP sépare à nouveau le wagon avant du train des autres, renvoyant la plupart des gardes et se précipite vers la cabine intérieure où il aperçoit Hartman tenant Charlotte en otage. En le voyant, Hartman le tient sous la menace d'une arme et lui demande comment il a survécu à son premier coup de feu. Lorsque TP lui dit que ses camarades l'ont sauvé, Hartman serre le poing sur la gâchette et se prépare à tirer. À ce stade, TP sait que l'attaquer de front serait stupide, alors il passe au fameux Talk no Jutsu à la place et passe 30 longues minutes à parler de Hartman et à lui expliquer les réprimandes d'Ishin à l'époque, tout simplement pour le faire changer ses habitudes. En fin de compte, Hartman est tellement énervé par les paroles de Taipei qu'il active la bombe qu'il avait précédemment placée au sommet du train et fait un trou à travers celui-ci. Alors que leur cabane est lentement engloutie par le feu, Taipei attrape Charlotte et exhorte Hartman à se sauver également. Cependant, plutôt que de le faire, ce salopard inutile admet à Taipei que c'est lui qui a assassiné ses parents, s'attendant pleinement à ce que Taipei se couche et se mette à pleurer. Malheureusement pour lui, Taipei a mûri et a dépassé cela, alors il dit à Hartman qu'il a fait la paix avec leur mort. Hartman essaie une fois de plus de lui tirer dessus, mais cette fois, Taipei se jette sur lui en une fraction de seconde et lui arrache l'arme de la main avec son katana. Suite à cela, il donne à Hartman une chance supplémentaire d'être une meilleure personne et d'admettre qu'il avait tort. Mais alors que Hartman continue de cracher des bêtises, TP le frappe dans la bouche. Peu de temps après, le train déraille et explose. Mais à la dernière minute, TP et Charlotte sont projetés à plusieurs mètres dans les airs et atterrissent sur le vélo de Sylvia, tandis que Hartman atterrit sur Alfred qui le jette dans une rivière. Avec le train détruit et Hartman hors de vue, la grande épreuve se termine et Vincent en informe Ishin. Quelques instants plus tard, lorsque Sylvia arrête leur vélo, Charlotte s'accroche à TP et le remercie de l'avoir sauvé en chevauchant son Coctopus Prime et en lui donnant un topi bâclé qu'il n'oubliera jamais. Plus tard dans la journée, Seiko reçoit la bonne nouvelle que Taipei et Charlotte vont bien, alors elle la transmet à ses étudiants du club social et recommence à être elle-même. Quelques jours plus tard, Taipei et ses nouvelles copines assistent ensemble à une soirée dans un club social. Seika peut d'abord danser avec le fou, puis Sylvia, puis Charlotte et enfin Yu, car ils vivent tous heureux pour toujours. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Que pensez-vous de ce récapitulatif? Pensez-vous que Hartman devrait avoir une seconde chance ou a-t-il obtenu ce qu'il méritait? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous voulez plus de récapitulatifs d'animés comme ceci, regardez plutôt cette vidéo.